tous, ici Pierre Saint George. Aujourd'hui, question sponsorisée. Lorsque l'un de mes auditeurs souhaite poser une question et partager la réponse au monde entier, à des milliards d'individus, eh bien, il peut sponsoriser une question et donc je vais vous lire celle-ci. Euh, Bonjour et merci pour ce que tu fais. Je suis un nouveau abonné sur ton Patreon et je voulais juste sponsoriser une question à 50 euros. Famille de 4 personnes, homme 34 ans, femme 32 ans, un enfant de 3 ans, un naître dans 2 mois, survivaliste niveau 0,5, sac d'évacuation, nourriture pour 4 à 6 mois, quelques armes et munitions en catégorie C, B en cours. Je vis en Martinique depuis 6 ans, je suis blanc, je suis bien intégré ici, j'ai des amis et une jolie maison. Un bon niveau de revenu, mais une habitation moyennement prévue pour la survie. Ma problématique, dois-je rester en Martinique si un effondrement économique survient, ou est-il préférable de rentrer en métropole chez un ami à la campagne? L'avantage de la Martinique, absence d'hiver, climat propice à la culture, pêche possible, je suis pêcheur amateur, eau facilement trouvable. Inconvénient, je suis blanc dans un pays de noirs. Même si je suis bien intégré, les émeutes de 2009 ont montré que le climat racial peut être tendu en temps de crise. Mais en France, à part une solide bande d'amis qui projettent de se regrouper dans la campagne chez un ami qui a une maison de vacances bien perdue, rien ne m'attend vraiment. Bonne journée et bon confinement. Alors, c'est une question difficile à double titre. Le premier, c'est que je dois forcément m'auto-censurer, car même si ces vidéos sont partagées d'abord sur Patreon pour les abonnés, et puis peut-être plus tard sur YouTube, eh bien l'algorithme va sélectionner certains termes, certains mots, et parce que YouTube a une idéologie qui est basée sur des chimères et non pas sur la réalité, ne serait-ce que décrire la réalité, sans haine et sans animosité, eh bien même cela peut faire sauter la vidéo et tout. Donc je dois quand même utiliser euh, voilà, l'euphémisme. La deuxième chose, la deuxième difficulté, et non la moindre, c'est qu'en fait, je n'ai jamais été ni en Martinique, ni en Guadeloupe. Et en fait, dans les Caraïbes, je n'ai été qu'il y a très très longtemps, je dois avoir 14 ans, j'étais aux Bahamas. Et c'est tout. Donc je connais mal, très mal, je connais l'histoire, mais je connais mal la vie des 40 dernières années et les réalités des gens qui habitent dans ces îles. Alors, alors ça c'est typiquement le genre de question que me posent d'ailleurs les gens qui viennent faire du conseil chez moi et qui passent 1 ou 2 jours, ou plutôt que je passe avec eux, parce qu'effectivement la situation familiale, la situation des amis, la situation professionnelle entre en compte quand il faut déterminer une stratégie de survie quant à trouver l'emplacement où on souhaite vivre, les gens avec qui on fréquente, etc. Alors ici, me saute aux yeux évidemment plusieurs éléments. Les premiers, plutôt positifs, c'est que vous êtes, la personne qui me pose la question est jeune, c'est un jeune couple, 34-32 ans, avec 2 jeunes enfants, donc encore dans la force de l'âge, avec l'avenir devant eux puisqu'ils ont des enfants, un enfant puis un autre qui va venir, donc c'est vraiment une famille qui a tout pour être heureux. En plus, effectivement, vous vivez au soleil, enfin moi aussi, mais pas sur les mêmes latitudes. Vous vivez dans un environnement qui est propice à une vie saine, sympathique, et surtout si vous avez un bon travail, en plus des activités ludiques et utiles comme la pêche, etc. Je suppose, je connais la Réunion, je connais l'île Maurice. Ça n'a rien à voir, mais ça a peut-être à voir parce que ce sont des îles et parce que ce sont aussi des environnements ben voilà, insulaires qui doivent être par définition relativement autosuffisants. Bien qu'on en parlera, ce n'est pas le cas au niveau social, mais enfin, l'île a des avantages et des inconvénients. Alors, donc le premier élément, c'est l'aspect familial. Tu notes effectivement que tu as des amis probablement d'enfance et de jeunesse en France. Sont-ils fiables? Sont-ils fidèles? Tout ça, c'est intéressant. Vous avez un plan de vous abriter dans une campagne perdue en cas de gros problème.
là, je vois un souci, un premier souci. Le premier souci, c'est que cette crise du virus est typiquement que nous, et j'enregistre cette vidéo le 9 avril 2020, cette crise dans laquelle nous sommes est typiquement un test. La question c'est, si tu avais eu comme plan de partir depuis la Martinique pour aller en France, en cas de gros pépin, euh, bah, tu aurais dû le faire avant qu'il y ait le confinement et avant que ce virus tombe. Alors, ceux qui me suivent étaient déjà en état d'alerte depuis le 24 janvier, mais est-ce que tu l'aurais fait? Ou est-ce que finalement tu te serais dit, bah, je reste ici, au pire on sera un petit peu confiné pendant quelques temps, et puis la situation ira à l'heure normale, et je pense que ce sera le cas. Mais si la situation avait dégénéré, si le virus avait été pire, ou si l'économie allait complètement s'effondrer, et on n'est pas encore garanti que ça ne soit pas le cas, mais enfin, je pense pas. Eh bien, là, tu es quand même coincé à la Martinique. Donc la question que je me pose, c'est que si tu choisis une stratégie qui est de dire, je parce que ce n'est pas comme quitter les îles anglo-normandes pour traverser quelques kilomètres d'eau et ensuite, je sais pas, aller dans la Creuse. Moi-même, je suis souvent en Turquie, j'y ai des amis, euh, j'ai un plan pour quitter la Turquie, traverser la mer Égée, traverser la mer Ionienne, aller en Italie, remonter la péninsule et retomber chez moi si je devais être attrapé en Turquie en cas de guerre nucléaire subite. Et voilà, j'ai un plan. Mais c'est un plan que j'ai rodé, que j'ai travaillé. Voilà, c'est un plan en particulier qui me concerne que moi, mais ça reste encore des distances humainement faisables. De la Martinique à la métropole, si la crise est subite, ou si tu ne pars pas à temps, tu rentres plus. C'est impossible. Donc déjà, la stratégie de revenir en métropole, quand bien même tu aurais des amis super, quand bien même tu aurais enfin, voilà, un endroit excellent pour se réfugier en cas de grosse crise, eh ben, ça nécessite que tu dois partir très en avance, et donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de fausses alertes, et donc tu vas devoir souvent évacuer la Martinique pour aller en France, et ensuite te retrouver là-bas, et finalement il n'y a pas de crise. Parce que c'est ça, parce que si tu attends le moment parfait pour être sûr que la crise soit vraiment une crise grave, tu partiras jamais en fait, parce que ce sera trop tard. Et, euh, et donc la stratégie d'avoir un endroit où tu travailles et tu vis d'habitude et un endroit où tu as tes réserves et ta stratégie de repli, ça fonctionne quand tu es à 1, 2, 3, 4, 5 heures de route, parce que là tu peux te permettre, si tu es un peu, voilà, si t'es un peu aiguisé, tu peux partir un jour avant les autres, à ce moment-là tu y arrives. Mais c'est toujours, si c'est trop tard, et tu peux très bien imaginer que tu pars de Paris à pied pour aller dans la Creuse. Je veux dire, c'est humainement faisable, c'est difficile, mais c'est humainement faisable. Mais de la Martinique, si tu as loupé le dernier avion, si c'est trop tard, ou si les avions s'arrêtent, enfin, t'es coincé là-bas. Donc, c'est trop loin, c'est trop loin. Moi, j'ai des clients qui me disent, je quitte, en l'occurrence Israël, pour aller en Argentine. Je dis, mais c'est trop tard, tu n'y arriveras jamais. J'ai d'autres clients dans d'autres pays qui ont des distances plus raisonnables. Il y en a qui doivent traverser la France entière et c'est déjà difficile. Je leur déconseille. J'ai un client à Lyon et une partie de enfin, son ex-épouse et ses enfants sont en Bretagne. C'est compliqué d'imaginer. Lui, il me dit, je vais aller les chercher, puis ensuite je les amène dans les Alpes. C'est trop compliqué, c'est trop loin. Et parce que soit tu le fais trop tôt, et puis peut-être qu'il n'y a pas de crise, et à ce moment-là, tu as l'air con, et ça te décrédibilise, et ton employeur a un problème avec ça, etc., etc., puis ça coûte cher. Soit tu le fais au bon moment, mais les chances que tu puisses évacuer pile au bon moment, c'est difficile. Même cette crise du coronavirus, moi j'ai évacué les enfants très tôt, et moi j'ai évacué au dernier moment parce que j'ai compris que c'était pas une crise grave, d'un point de vue de panique et de machin, et puis nous sommes en Suisse. Mais j'ai pris un risque. J'ai pris le risque de finir coincé en ville alors que la famille était déjà ici à la montagne. Donc déjà, ça c'est un gros problème de stratégie. Moi, la stratégie de je prends l'avion à la dernière minute, j'y crois pas une seconde, tu vas te planter. Et si tu fais ça, tu finis avec toute ta préparation à un endroit que tu n'arriveras pas à atteindre. Très compliqué. Alors, tu vas me dire, je peux toujours prendre un bateau, traverser l'Atlantique. Ok, ça peut se discuter, ça peut se travailler, mais ça demande alors
de préparer une évacuation autrement que par l'avion et des moyens modernes. C'est pas impossible, ça peut être même tout à fait sympa si tu aimes être en bateau. De la Martinique à l'Europe, ça doit être quoi? 2 semaines de navigation? Une grosse semaine de navigation? Non, 2 semaines. 2 voire 3 semaines de navigation, si c'est possible, mais encore, il faut savoir où tu arrives, est-ce que tu sais bien naviguer, etc. Tout ça, ça pourrait se discuter, ça pourrait être une stratégie. Ensuite, bon, ta femme et tes enfants sont jeunes, enfin tes enfants sont petits, ta femme est à ton âge, donc vous êtes physiquement capable de faire des choses, etc. Alors ensuite, il y a l'inverse, c'est ta stratégie, c'est tenir effectivement la Martinique. Alors je n'ai pas des notions de démographie, mais quand tu dis nous sommes des blancs dans un pays de noirs, alors en réalité c'est un pays d'Indiens d'Amérique et probablement genre des Taïnos ou des gens comme ça qui ont été éliminés par les maladies parce qu'ils bossaient pas assez dur et donc dans les plantations. Et donc effectivement, les colons ont fait venir des esclaves d'Afrique de l'Ouest qui se sont en partie, je crois, métissés. Je crois que les Guadeloupéens sont comme les Afro-Américains, enfin les Noirs de créoles, on va dire, je crois que c'est le terme, sont à peu près 85% noirs et 15% blancs, en moyenne. Et avec ça, avec tous les métissages et voilà, la gamme de couleurs. Donc, et je sais que ça a une incidence parce que je sais que, en tout cas en Afrique, dans les endroits assez métissés comme l'Afrique du Sud, notamment la Prince du Cap, il y a des factions très 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 marquées en fonction de la couleur de peau et donc l'appartenance à certains mélanges qui sont devenus des castes. C'est-à-dire que le noir, très africain avec une peau très sombre, ne va pas être apprécié et va être même lui-même hostile à des créoles très métissés, qui eux-mêmes sont plus appréciés par les vieux colons blancs, et quant aux nouveaux blancs de la métropole, et un chat en chaleur qui fait des siennes. Ah ouais. Bref, c'est le printemps. Et donc, il y a cette réalité. Ce ne sont pas des blocs monolithiques de blancs, de noirs. Parmi les blancs, il y a des gauchistes qui aiment bien les noirs pour des raisons à eux. Enfin, c'est pas, de toute façon, c'est pas une question de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Moi, j'aime tout le monde. C'est pas un souci. Le souci, c'est quand ça va mal, les gens se regroupent sur des fractures ethniques, sur des lignes de fracture ethniques. Et ça peut être plus ou moins violent, ça peut être plus ou moins hostile parce qu'il y a du ressenti. Il y a des gens qui donnent la faute aux autres pour leurs propres problèmes et ainsi de suite. Et c'est dans toutes les cas. Il y a des gens qui disent ah bah si tout va mal c'est parce qu'on a ces gens qui sont paresseux. Dans l'autre catégorie, il y a des gens qui disent ah oui bah si tout va mal et qu'on n'a rien c'est parce qu'il y a ces gens qui captent toute la richesse, etc. Euh, Malheureusement, au lieu d'avoir des débats ouverts et de résoudre ces problèmes d'une manière sincère en disant non mais regardez, vous êtes vraiment un petit peu paresseux. Et de l'autre côté, dire, ouais, mais regardez, vous êtes vraiment en train de capter toutes les richesses. Non, au lieu de ça, on met du ressenti, on met de la culpabilisation, on met des impôts. Donc en fait, on solidarise les gens de manière artificielle et non volontaire. Et donc, on résout rien du tout. Et donc, je crois que c'est vrai, ton analyse est juste. En cas de grosse crise, il y a des chances, il y a des fortes chances que ça clash très fort. Et là, c'est une petite île. Là, c'est le défaut de l'insularité, c'est qu'il n'y a pas la division blindée soviétique, russe, pardon, qui peut venir à votre rescousse alors que vous tenez et que c'est pas facile d'imaginer un truc comme ça. L'aide humanitaire, elle peut être difficile. Alors après, on sait que bah, il y a des exemples dans l'histoire où des petits groupes très organisés, très bien armés tiennent et dament le pion à des masses totalement incapables d'utiliser les armes et la technologie. On a vu Israël dans la guerre des 6 jours, euh, même quelque part dans la guerre de 73, euh, comment en fait une minorité numérique mais était en réalité largement supérieure en puissance de feu et en technique, parce qu'ils se sont préparés pour. Et face à une immensité autour d'eux, on damait le pion, même si la guerre de 73 a été coûteuse. Et politiquement, on pourrait presque dire bon, moi, je crois que c'est une victoire
l'Égypte et d'Israël ensemble, parce qu'ils ont obtenu la paix, et la paix c'est la meilleure des victoires. Mais enfin, c'est possible hein, de dominer une masse par la superior firepower, par une puissance de feu supérieure. Mais je ne sais pas s'il y a cette unité, et puis je ne sais même pas si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire si on habite à la Martinique. Donc je dirais faire attention. Maintenant, est-ce que la crise arrive tout de suite? Est-ce que cette crise, elle dégénère tout de suite dans quelque chose de terrible? Je ne sais pas. Euh, c'est une question que me posent des Sud-Africains, c'est une question que me posent, par exemple, des personnes qui habitent en Afrique et qui me disent, voilà, on est à Dakar, on est au Cap, pour l'instant ça va, il y a de la délinquance, il y a des problématiques liées effectivement à des natures profondes, sans faire de l'essentialisme, mais enfin, il y a des comportements profonds qui sont liés à des ethnies, et c'est comme ça. Il y a des problèmes, ces problèmes vont s'exacerber en cas de crise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Si je pars, je dois redémarrer ma vie. Si je reste, j'ai un gros risque. Moi, personnellement, hein, mon instinct me dit, à 30 piges, mais même à 40 piges, même à 50 piges, moi j'ai 48 ans, j'ai l'impression que j'ai ma vie devant moi, j'ai encore plein de trucs, j'ai encore plein d'énergie, j'ai encore plein de trucs à faire. Moi je partirais. Moi je partirais, je redémarrerais ma vie dans un endroit sain, pas forcément en France, parce que j'ai dit un endroit sain. Donc quant à être loin, peut-être que ça vaut la peine d'aller dans un pays qui est beaucoup plus sûr, comme les pays de l'Est, comme dans les pays de l'Est ou la Russie, en comprenant que là, vous serez aussi un étranger et que vous devriez vous plier en quatre pour vous faire accepter, etc., et que c'est jamais facile. L'autre option, c'est de dire non, j'y suis, j'y reste, c'est chez moi, je mets en place les ressources qui vont me permettre de résister à ce qui peut arriver. Parce qu'il faut savoir que les crises ne sont pas, quand il y a une crise ethnique comme le Rwanda, ou voilà, c'est pas la boucherie pendant des années. Il y a un moment, un paroxysme de violence, et après, ça se calme et il y a des trucs, enfin des séparations qui se mettent en place. Et encore une fois, ce n'est pas monolithique, ce n'est pas une île où il y a, j'ai l'impression, d'un côté 90% de la population qui est noire, métisse, machin, et 10%, je ne sais pas si ce sont les bonnes proportions, 10% qui sont des métropolitains, des blancs, de tout ce que vous voulez, enfin des Européens, quoi. Je ne sais pas. Est-ce que c'est 15, 20, 80? Et puis dans ces 80, il y a différentes factions. Je suis sûr qu'en Guadeloupe, il y a des Maghrébins, il y a des Libanais, il y a toutes sortes de petites de groupes. Et peut-être qu'on peut imaginer une crise passagère dans laquelle vous vous serrez et vous résistez à un moment sur un petit territoire. Et puis ensuite, par la négociation et par les alliances, bah, soit il y a une scission des territoires où bah, voilà, une partie de l'île qui passe aux uns, une partie de l'île qui passe aux autres. Mais en général, ça reste, c'est jamais la boucherie pendant longtemps. Même lorsqu'il y a eu les révoltes des esclaves de Haïti, je crois que c'était 1804. Bon, il y a eu beaucoup de massacres, mais à la fin, pas tous les blancs sont morts, pas tous les blancs ont été massacrés. Alors certes, la France a envoyé des troupes et ainsi de suite. Mais enfin, comparaison n'est pas raison, mais il y a sans doute une, voilà, des stratégies à imaginer euh, dans les deux cas, dans le cas où vous souhaitez rester, dans le cas où vous souhaitez partir. Alors avec les informations que j'ai, je vois si j'ai pas oublié quelque chose, c'est à peu près de cette manière que je peux vous aider. Mais le truc, c'est qu'une stratégie de survie, elle nécessite de prendre en compte évidemment les risques, les opportunités, les dangers et, les avantages que vous avez, et vos forces, je veux dire. Et donc, là, vous êtes si vous avez ce choix difficile, je le comprends, c'est pas simple. Donc, je pense qu'il serait euh, bah, soit opportun de faire plus de temps, de passer plus de temps avec moi pour aller plus loin dans votre décision. Par exemple, je ne comprends pas je ne sais, je n'ai pas d'informations sur vos activités professionnelles, sur ce que vous faites, etc., sur ce que vous aimez faire à part la pêche, etc., sur vos revenus, sur votre fortune, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui me manquent pour aller plus loin.
et sur votre philosophie, sur vos croyances. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Et donc tout ça, ben, on pourrait en discuter, on pourrait en discuter un petit peu plus loin. Mais en tout cas, avec les informations que j'ai, je vois plus d'opportunités à rester en Martinique euh, que d'imaginer un élément de partir. En plus, si vous voulez partir à la dernière minute, quand bien même vous allez réussir, vous arrivez chez vos amis, d'accord, ce sont vos amis, mais vous avez apporté quoi à leur stratégie de survie à eux? Euh, Vous apportez des bouches à nourrir, très bien, vous apportez peut-être quelques outils que vous avez laissés là-bas, mais vous n'êtes pas intégré à la population locale. Enfin, c'est compliqué aussi. Donc, faut se mettre à la place aussi de vos amis. C'est pas simple, c'est pas simple. En tout cas, vous vous posez les bonnes questions, ça c'est important, et j'espère qu'on en rediscutera, et je pense que c'est important d'y répondre. En tout cas, je vous remercie, et j'espère que cette question, alors, je vais mettre cette question pour le mois d'avril uniquement sur mes abonnés Patreon, et à partir de mai, elle sera en public, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de, de mon immense sagesse. Voilà, en tout cas, je vous remercie, et à très bientôt, et préparez-vous. Ciao.